L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Dimanche 9 juin 2024, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui pour écumer l'actualité politique. Un homme politique, il est de l'opposition, il a pour nom Corneille Lacoussan. Monsieur Corneille Lacoussan est sur ce plateau pour écumer avec nous l'actualité politique au début de ce mois de juin. Je vais le recevoir en compagnie de ma consoeur Nasrine Fatoumbi comme à l'accoutumée. Mais avant, je vais me permettre de recevoir M. Lacoussan. M. Lacoussan, bonjour. Bonjour, M. Charles. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour, Kales Kitoumé. Comment vas-tu? À pleine forme. Ravi d'être en ta compagnie ce matin. Plaisir partagé. Je vais me permettre de présenter quand même notre invité, M. Corneille Lacoussan. Il est acteur politique de l'opposition. Il n'est pas nouveau dans la politique parce qu'il a été déjà 2 fois candidat aux législatives ici au Bénin. Une première fois en 1994 et la deuxième fois l'année passée en 2023. Mais entre-temps, en 2020, il a été candidat au communal également et il est dans la 16e circonscription électorale. Il a été plusieurs fois candidat aux élections locales. Il est membre du parti Force Kori pour un Bénin émergent. Corneille Lacoussan, il est marié, père de 2 enfants. Monsieur Lacoussan, vous voici présenté. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va. Et ce matin, nous sommes au mois de juin. Vous savez que c'est la période des examens nationaux. Les examens ont commencé depuis un moment. Et cette semaine, nous avons fini avec le CEPE. Il y a les examens techniques. Il y a eu le CEPE et bientôt le BEPC. Mais de votre position d'homme politique, comment est-ce que vous appréciez cette fin d'année? Bon, merci beaucoup. Et en ce qui concerne l'année scolaire qui est en train de s'achever, je crois que ce soit apprenants, enseignants ou parents d'élèves, ils ont fait le maximum pour que l'année soit traversée jusqu'à ce point. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment ça va se passer, les examens qui ne sont pas encore passés, et le BPC, le bac et le reste. Oui. Le CEP s'est déjà passé. Je crois qu'il n'y a pas de faute majeure dans tout ce qu'ils avaient étalé comme activité à travers. Les enfants étaient bien encadrés. Les épreuves sont abordables. On espère quand même de bons résultats. Parlons justement du système éducatif béninois, les examens de fin d'année. Le lundi prochain, c'est l'examen du BPC. Pour cet examen, il y a un nouveau format qui a été adopté. Alors, en tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous trouvez le nouveau format adopté pour l'examen
BEPC au Bénin? Non, mais nouveau format, c'est déjà on revient à un ancien format. Un ancien format. De toute façon, à mon avis, pour ce petit changement, j'appelle ça petit changement, parce que les enfants ont été habitués pour un système pendant un moment donné, et aujourd'hui, bon, le gouvernement a voulu modifier et aller dans l'ancien système. Je crois que ce n'est pas un problème. En tout cas, on verra avec le temps ce que ça va produire. Parce que moi, à mon temps, j'ai été à l'examen, j'ai tout fait. Il n'y avait pas de choix, mais après, mes jeunes frères, ils ont eu l'opportunité de choisir entre plusieurs choses. Et j'avais le temps qui pourra nous dire ce qui a été meilleur. Voilà. Mais cela n'empêche, nous savons que ces examens ont été précédés par des mouvements syndicaux et actuellement les discussions sont en cours. Mais est-ce que vous pensez que tout cela présage d'un bel avenir pour le système éducatif? Là déjà, si le gouvernement est dans son comportement et dans sa façon de gérer les choses avec les syndicalistes, ne donne pas un certain nombre de garanties aux syndicalistes, il y aura toujours à dire. Les mouvements qui ont eu lieu ces derniers moments, et c'est que le gouvernement a fait une marche dans le sens à refuser aux syndicats de se manifester. Bon, alors, quand tu prives la liberté aux travailleurs, la liberté de la grève aux travailleurs, c'est qu'il y a problème. Parce que c'est le moyen d'expression, ce n'est que par là qu'ils pourront dire que vraiment... Mais malgré cela, on a assisté à des marches dans la ville de Cotonou, que ce soit le meeting du 1er mai, la marche pacifique du 11 mai. Oui, c'était du forcing et nous on a vraiment aimé. Selon vous, c'est du forcing? C'est du forcing, on a vraiment aimé parce que nous demandons notre liberté et nous devons l'avoir et voilà, nous devons le faire. Est-ce que ce n'est pas une manière de renouer avec ces mouvements de débrayage incessant qui ont handicapé le système éducatif pendant plusieurs années? En réalité, vous savez, quand un gouvernement ne sait pas comment se prendre, parce qu'une fois quand tu prends le pouvoir, tu dois savoir les institutions clés sur lesquelles tu devais vraiment mettre ton énergie. Oui. Si tu abandonnes et que tu fais autre chose, quand ça va péter, tu vas ramasser les pots cassés. Donc, dire que dans le passé, que c'était une situation jusqu'au point où nous avons connu des retards, je veux dire de retard en matière d'éducation. Les années ont été fortement perturbées. Pas des grèves. 4 mois d'école sur 9, c'était pas... Oui, ça a été comme ça au Bénin. Oui, mais cela a quand même accouché un résultat que nous sommes en train de jouir aujourd'hui. Vous voyez. Donc, il faut comprendre que arriver à un point donné, il faut que l'homme, dans une institution, pourrait quand même, en tout cas, sort de son gond et dire hautement ce qui ne va pas, ce qu'il veut que ça change. Oui, mais selon vous, au regard de toutes ces réformes, était-il nécessaire de restreindre le droit de grève dans le système éducatif? Du tout pas. Du tout pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux écouter une radio dans laquelle tu ne veux pas mettre une pile. Si tu veux écouter ceux qui sont ces acteurs de telle ou telle institution, il faut leur laisser la grève. Parce que lorsque leur demande est toujours restée étouffée, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à faire comprendre au grand chef que voilà ce que nous avons besoin, voilà quoi appelle-t-on nos doléances, et qu'on sort, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils vont prendre la route et s'exprimer pour que la population et le gouvernement et les organismes internationaux également vont aussi être informés par rapport à ce qui se passe au sein de cette institution et dans le pays. Voilà, donc lorsque le dirigeant du pays ferme les vannes, il ne voulait pas que les gens s'expriment,
Ils voulaient que tout le monde marche. C'était comme si nous sommes au camp. Au camp, on dit exécution avant réclamation. Donc, ils voulaient que les gens exécutent. Ils vont réclamer comment après? Non, mais les réformes ont quand même essayé de limiter un peu les dégâts parce qu'on a eu des années où les enfants étaient vraiment en déperdition. Je pense que le fait de cerner un peu plus, mais est-ce qu'il ne fallait pas trouver, il n'y a pas un autre moyen d'expression à part les mouvements de grève qui ont fait des morts dans des hôpitaux, qui ont fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui n'ont même plus envie d'aller à l'école et tout ça? Est-ce que ce n'est pas c'est pas un problème tout ça? Est-ce qu'il n'est pas mieux de trouver une meilleure formule pour gérer les humeurs des travailleurs? Non, ça là, c'est un système qui existait depuis et ça a fait avancer beaucoup de pays. Pourquoi dans certains pays développés, ils n'ont pas supprimé la grève? Mais c'est des gens qui ne grèvent pas du mardi au jeudi, plusieurs semaines à l'affilée. Oui. Contrairement à ce qui s'est passé ils avaient ici. grévé. Oui. Ils avaient fait comme nous aussi. C'est-à-dire, pour que le pays obtienne comment dirais-je? Gain de cause, il va falloir que ce système-là vienne. Donc vous souhaitez que les grèves reprennent? Bien sûr que les grèves reprennent, que tous les travailleurs se retrouvent dans leur liberté. Si quelque chose ne va pas, je grève pour montrer que voilà, ça ne va pas chez moi. Non, monsieur Lacoussan, sincèrement, qu'est-ce que vous proposez pour une solution durable? Sincèrement, en toute sincérité. En matière de la gestion des rapports entre les partenaires sociaux que sont le gouvernement, les centrales syndicales et les confédérations syndicales. Que ce soit dans le système éducatif et dans tous les systèmes. Dans tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous proposez pour que le Là, se porte mieux? Nous sommes en train de parler de cherté de la vie, que ce soit dans ce domaine et aussi dans le système éducatif. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Bon, moi, ce que je vais proposer au gouvernement ou bien proposer à tout le monde qui peut-être dans l'avenir serait compétent à la gouverne et compétent aux commandes, c'est de prendre dans un premier temps, lorsque vous avez eu le pouvoir, le contact avec toutes les institutions, et discuter avec eux, savoir leurs problèmes, et planifier comment vous allez résoudre les problèmes, point par point, année par année. Lorsque ce n'est pas comme ça, et que c'est les gens qui réclament d'abord. Non, mais généralement, les gens réclament des choses acquises depuis peut-être un autre gouvernement, mais qui n'ont jamais été actées. Donc, c'est sur ça, c'est là où ça commence à choper véritablement. Et c'est ça qui fait mal. Quand je viens, je vois que le gouvernement passé a donné son accord pour faire quelque chose, et qui n'a pas pu le faire. D'abord, avant que je ne sois candidat, je dois connaître tout ça là d'abord. Mais il y a une feuille de route qui s'impose. Non, pas forcément. Pas forcément. Je m'en vais conduire une voiture, je dois savoir comment cette voiture-là fonctionne. Si je dois mettre le carburant d'abord, ou je dois mettre le moteur, je dois savoir. Maintenant, je ne sais pas. Je lève la main, je dis je suis candidat, je fais des promesses. Sans savoir en réalité ce qui est dedans. C'est ce qui est grave. C'est ce que d'abord les hommes politiques doivent changer en eux. Tu ne connais pas ce qui est dedans et tu rentres dedans avec des mensonges. C'est ce qui est grave. Monsieur Lacoussan, vous procédez comment? Et là, généralement, c'est ça. Au sein de votre parti politique. Vous-même, vous êtes candidat. Est-ce que Bien généralement, vous prenez toutes ces dispositions avant de... Mais moi, malheureusement, je n'ai pas encore été une fois à une élection présidentielle. Oui, ben, n'empêche, à votre niveau législatif, communal et tout. Oui. À mon niveau, je sais, par exemple, au législatif, je sais que si moi je vais à l'Assemblée, je vais m'étaler sur des choses qui vont vraiment aller à l'avantage de tous, de tout le monde, du peuple. Maintenant, ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas le dire. Par exemple, quand je dis au peuple que arrivé là-bas, je vais leur construire une école, je vais leur construire des hôpitaux, je vais leur faire des routes, alors que je ne peux que voter des lois. C'est là la faiblesse. Donc, lorsque tu veux faire quelque chose à une population donnée, il vaut mieux te taire. Lorsque tu vas là-bas, si tu as les moyens,
toi-même, tu mets la main dans ta propre poche et tu le fais. C'est possible? C'est possible. Vous connaissez beaucoup d'hommes politiques qui investissent de leur poche pour changer les choses dans le pays? Pas changer toute chose, mais quand même faire quelque chose pour la population. Pour que la population se sente que voilà celui qui est parti, mais... Vous avez toujours été candidat dans la 16e circonscription électorale. Oui. Et dites-nous de façon tangible, et qu'est-ce que vous, si vous étiez élu député, qu'est-ce que vous auriez changé tout de suite dans votre environnement? Moi, je n'ai pas été élu pour les élections législatives, mais une fois j'ai été élu pour les élections locales. Oui. Et j'ai fait un air culturel dans mon quartier. Sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne, de ma propre poche, je l'ai fait. Vous voyez? Et vous en avez fait dans la population? Ou dans votre circonscription? Dans mon quartier. Vous voyez? Bon, c'est dans la circonscription, mon quartier, surtout dans la circonscription, mais dans mon quartier. Mais ça a suscité, malheureusement, ça a suscité beaucoup de jalousie. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de ça dans le quartier? Bien sûr. Pendant les vacances, par exemple, les enfants vont jouer au ballon. Les enfants vont vouloir danser. Les enfants vont vouloir faire des jeux. Et comme ça. Il faut un espace pour ça. Oui. C'est que moi, je n'ai pas mis dans mon programme de campagne, certes, mais quand j'ai terminé et que j'ai été élu local de mon quartier, je dois faire quelque chose. Okay. Je l'ai fait. Vous voyez? Bon, malgré que, bon, ça a suscité de jalousie de part et d'autre, puisque on n'était plus au pouvoir en ce moment-là. Oui. Donc, c'était après 2016. Bon, on a dit que c'est un élément qui n'est pas des nôtres. Il ne faut pas le laisser émerger. Okay. Donc, ils ont fait tout possible pour étouffer le projet. Sinon, j'ai fait rien. J'ai fait. En dehors de ce que tout politique ou bien tout homme politique fait dans le système avec sa population, on le fait au jour le jour. Mais lorsque tu es candidat et que tu sais que tu veux faire quelque chose pour quelqu'un ou pour ton peuple, une fois passé les élections, fais quelque chose. Est-ce que ce genre de débats ont lieu au sein de votre formation politique pour savoir exactement ce que vous pouvez apporter? Du tout pas. Ça là, c'est ma personne. Ah, d'accord. Donc, vous faites une nouvelle proposition pour l'homme politique béninois. Voilà. Ça là, c'est ma personne. Moi, je ne pense pas passer, c'est-à-dire inaperçu, gagner un poste, rester là et ne rien faire. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais est-ce que vous arrivez de partager cette façon de voir les choses avec vos compagnons politiques, vos partenaires politiques? Bien sûr, mais il faut savoir, il faut te dire que chaque être est né différemment. Celui qui est donneur, c'est Dieu qui le crée. Ah, oui. Ce n'est pas la politique qui le crée. Non. Si tu es né donneur, tu vas donner. Si tu es né avant, tu vas rester avant. C'est comme ça. Donc vous êtes un bon donneur? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, mais moi je sais que... Mais selon vous, vous avez fait. J'ai fait. J'ai fait. Ok, il y a beaucoup de choses qui se font au Bénin et l'annonce a été faite cette semaine que désormais les marchés modernes construits seront mis à la disposition des populations. Est-ce qu'on peut dire que tout va pour le mieux désormais pour les commerçants béninois? Ça là, je peux vous confirmer déjà que, bien sûr que certains retrouveront leur place, d'autres ne vont pas sûrement retrouver leur place. Pourquoi vous le dites? Oui, parce que nous sommes déjà en contact avec beaucoup de gens qui déjà se plaignent du fait qu'on leur a déjà demandé une caution et déposer, d'être en réalité une entreprise bien enregistrée avant d'être vraiment en activité dans ces marchés à mise à disposition de la population. Et nous, on a trouvé que les pauvres dames, la vendeuse du piment ou du sel, qui normalement se recherche, mais va se lever aujourd'hui à aller faire le registre de commerce, trouver jusqu'à une caution de 300 000 ou quoi là, bon, et puis déposer. Pour pouvoir se faire enregistrer ou bien pour avoir une place dans le marché? Je crois que c'est pour avoir une place dans le marché. Oui, mais non, mais sur la question, je pense,
avoir une place, c'est vraiment une donnée. Oui. Mais les gens qui sont dans l'activité quand même commerciale, vous ne trouvez pas qu'il est normal qu'ils puissent quand même reverser ne serait-ce que quelque chose à l'État? Être enregistré aujourd'hui, je crois que le registre de commerce, ce n'est plus compliqué. On lance en 12 heures, les choses se font en ligne et on a une année au cours de laquelle on ne paie pas d'impôts. Oui. Et ça permet, et puis la TPS existe toujours, qui est le plus petit taux d'impôt que les gens peuvent payer compte tenu de leurs activités. Je crois que c'est autour de 150 000 l'année. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire que les entrepreneurs béninois puissent au moins apporter ça pour la construction de notre pays? Oui. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez dire est normal et faisable. Mais ça dépend de la façon dont. Ça dépend de la façon dont la demande a été faite ou l'éducation a été faite à l'endroit de ces usagers, de ces marchés-là. Lorsqu'on te prend, on vous prend la place, on dit qu'on voulait reconstruire. Oui. On a reconstruit, on m'avait recensé. Le mieux, c'est de me mettre d'abord à ma place. Mais si on me sort, me dit avant que tu ne reviennes, tu dois faire ça d'abord, ça pose problème. Donc c'est ce que vous condamnez? Oui. Et que proposeriez-vous? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on me sort du marché pour construire le marché, on me remet à ma place. Maintenant, lorsqu'on me remet à ma place, on me dit, voilà, tu as 1 an pour te mettre à jour, ou tu as 3 mois pour te mettre à jour. Voilà. C'est à ce moment-là que en tout cas, l'usager du marché pourrait se sentir quand même un peu à l'aise dans son activité. Parce que les pauvres dames, quand tu les vois, c'est rien que des dames. C'est rien que des dames. Et d'autres font même des prêts dans les CRCAM, dans les PADME et comme ça. Dans l'institution. Voilà l'institution. Mais le gouvernement n'a pas observé. N'a pas pris cela en compte. Voilà, n'a pas pris cela en compte avant. C'est sûr? Oui, je crois. Celui qui a un prêt sur la tête et qui est dans le marché, à qui on a dit, bon, tu vas te déplacer. Si tu te déplaces et le marché ne se retrouve plus dans ta main comme ce qui était avant. Ça pose problème pour respecter les échanges et consorts, ça pose problème pour toi. C'est d'abord une difficulté. Voilà. Et ces petits marchés, les marchés secondaires, on les appelle les marchés secondaires. Oui. Les marchés secondaires là que vous voyez là, Oui. tous les marchés ne fonctionnent pas à la même vitesse. Non. Ils ne fonctionnent pas à la même vitesse. Et lorsque on te déplace, on t'envoie quelque part et tes clients ne te retrouvent plus, tu as fait comment? Ok, restons toujours dans ce domaine. Nous parlons de marché. Récemment, il y a eu marche contre la vie chère. Il y a beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on puisse faire pour que les Béninois puissent être un peu soulagés par rapport à ces peines que nous éprouvons? Bon, les Béninois vont être soulagés par rapport à la montée des prix Oui. des denrées alimentaires et consorts, dans le sens où si le gouvernement rapidement met la main dans sa caisse et subventionne certains secteurs clés de l'économie, je crois que ça peut apaiser un peu les choses. Par exemple, le carburant, par exemple. Si on subventionne correctement le carburant baisse de prix. Au moins, ça peut soulager. Mais je pense que le carburant au Bénin a toujours été subventionné parce que quand Oui, nous observons, nous comparons à la sous-région, c'est au insuffisant. Bénin, c'est généralement moins cher que en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina et autres. C'est insuffisant. Donc, vous voulez que le Bénin subventionne davantage le carburant? Pour que ça baisse. Le carburant subventionné. Mais aujourd'hui, le Bénin est en contrat avec un pays qui parle exporte. du pipeline. Nous souhaitons que cela soit vraiment bénéfique pour tout le peuple. Oui, mais cette actualité, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que nous sommes on tend vers une sortie de crise quand même par rapport au pétrole nigérien qui doit Tout sommes entrés dans l'ordre. Moi, je ne suis pas informé en réalité de ce qui est contenu dans le contrat. Oui. Mais je sais que mon Bénin est bénéficiaire
Et je crois qu'il y a une part qui doit toujours être gérée par le Bénin et que ces profits que le gouvernement le met vraiment à la disposition pour que tout Béninois puisse vraiment sentir qu'il y a tel chose qui est venu dans le pays et que le pilier a en train de bénéficier et que ça avantage tout le monde. C'est ce que je pense parce que le contrat aujourd'hui il appartient à celui qui est là, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Non, c'est pour le Bénin. C'est pour le Bénin, oui. Le Bénin s'engage dans un contrat, c'est pas le contrat du président de la République, ouais, parce que le contrat transcende les régimes quand même. Voilà, je dis, à aujourd'hui, là nous sommes. Oui. Il parle en notre nom aujourd'hui. Oui, il parle en notre nom. Ça ne lui revient pas. Ça ne lui revient pas. Je dis, il appartient à celui qui est là de nous conduire vers vraiment une sortie favorable de cette crise-là et de permettre à ce que celui qui va venir puisse vraiment l'utiliser pour le bonheur des Béninois, c'est ça? Voilà, au bonheur des Béninois, voilà. Ok, restons toujours dans nos relations avec le Niger, le Bénin et le Niger. C'est vrai, le pétrole, on semble aller vers la sortie de crise, sinon ça va mieux. Mais les frontières restent toujours fermées. Vous savez qu'il y a beaucoup de denrées qui viennent du Niger au Bénin. Et il y a beaucoup de produits qui passent du Bénin au Niger. Les transporteurs, je crois que la chaîne de transport au Bénin, il y a une bonne partie qui dépend de ce trafic-là, mais les frontières restent fermées. Quelle est votre lecture en tant qu'acteur politique de cette situation qui perdure? Vraiment, c'est une difficulté, d'ailleurs pour les deux pays. Et en réalité, ça ne doit pas durer tel que ça dure. Oui. Mais je pense qu'une partie qui est en train de craindre sa sécurité, il y a l'autre partie qui est en train, qui a eu à écouter les recommandations de sa communauté. Voilà. Donc, aujourd'hui, je crois que le Bénin est dans la démarche de pouvoir ouvrir les choses. Oui, je crois que le Bénin a ouvert les frontières depuis, c'est le Niger. C'est le Niger qui t'a là. Bon, sûrement, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi concrètement? Bon, en réalité, ils n'ont rien dit de concret que moi, je puisse quand même m'étaler là-dessus. Donc, ils ont décidé volontairement de garder l'œuf. Non, ce ne serait pas un acte volontaire, mais je crois que forcément, il y a quelque chose qui demande et qui n'est pas encore eu. Selon vous, cette chose, c'est quoi? Et bon, ce serait forcément, en tout cas, des mesures sécuritaires, certainement. Non, mais dans les coulisses, on apprend qu'il y a des acteurs béninois, des acteurs politiques béninois de l'opposition qui alimentent cette crise et qui, en fait, on a même vu des sorties qui ont condamné la position du Bénin par rapport à tout ça. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous pensez qu'il est normal que des Béninois puissent vraiment donner ses points de vue pour donner raison, pour fortifier, pour conforter la position d'une nation qui carrément, en fait, ne s'entend pas trop avec le Bénin et contre les intérêts du Bénin? Bon, si tu es béninois et que tu vas contre l'intérêt du Bénin, c'est un peu difficile. Quelque chose qui va se passer, le Béninois doit pouvoir défendre son patrie. Et le fait que les politiciens, surtout de l'opposition, sont allés condamner le gouvernement, c'était dans une démarche d'avoir une visibilité. Au plus de détruire le pays? Oui, c'est comme ça ils sont. Les politiciens. C'est comme ça ils sont. Oui, les politiciens en général ou ceux de l'opposition? Non, les politiciens en général. C'est comme ça qu'ils sont. Dans l'opposition, vous allez voir, ils se lèvent pour dire que je suis opposant. Mais en réalité, ils n'apportent rien pour ce que, d'abord pour son pays d'abord, n'apporte rien pour ce que l'autre peut faire pour améliorer ce que tu réclames de faire. Bon, à votre avis, quelle doit être la posture d'un acteur politique de l'opposition comme vous? Comme moi je dis, je suis de l'opposition. Oui. Je suis de l'opposition,
je deviens directement gardien de la population de mon pays. Okay. Je surveille ce que faire les autres. Si ça ne va pas, je dis, ici ça ne va pas, mais je propose tant. Forcément. Oui. Si tu es comme ça, les gens vont t'écouter. Maintenant, tu viens, tu dis, ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas d'accord, mais tu proposes rien. Comment ça? Alors, l'autre, le pays l'a choisi. Oui. Et toi aussi, le pays t'a élu, député ou maire. Mais tu dis que tu es de l'opposition. Mais ce qui est de ton devoir, tu dois bien le faire. Suivez le gouvernement. Est-ce que vous, dans votre posture actuelle, quels sont les actes que vous posez quand même pour accompagner ce que le gouvernement fait de bon? Parce que, selon votre définition, l'acteur politique de l'opposition doit pouvoir non seulement surveiller, mais accompagner ce qui se fait de bon. Dans votre position, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous arrivez à faire ou bien ce que vous suggérez que les votes fassent aujourd'hui pour accompagner tous les efforts qui sont faits par le gouvernement? En réalité, ce rôle-là doit être joué par mon parti. Et là où je ne suis pas venu au nom de mon parti. Okay. Donc, je ne peux pas. En tant qu'acteur politique. Donc, je ne peux pas m'étaler là-dessus. Oui. Voilà. Non, mais qu'est-ce que devrait être la posture des partis de l'opposition pour que ça se passe bien? Lorsque je me déclare que je suis de l'opposition, oui, j'ai en prélude une démarche. Okay. C'est de comprendre la façon dont tel ou tel projet veut se réaliser. Oui. Le financement, source de financement, comment ça va être dépensé, les sous qui seront mis à disposition. Et je surveille. Oui. Quand il y a dérapage, je dénonce et je propose. C'est mon travail. Si je suis à l'Assemblée, je vote des lois qui vont vraiment protéger ma population. Et maintenant, rester ouvert et recevoir tout le monde et écouter tout le monde. Voilà. Ok, nous restons dans le domaine politique et nous savons quand même que depuis quelques années, notre sous-région est en plein bouleversement. Nous avons observé tout ce qui se passe au Burkina, au Mali, non, au Niger d'abord plus proche de chez nous, au Mali, en Guinée, et les changements récents au Sénégal, les nouvelles lectures de la Constitution chez notre voisin de l'Ouest, le Togo, et du côté du Nigeria, notre grand voisin avec qui nous avons des relations qui ne sont pas toujours comme il faut. Est-ce que tous ces mouvements-là, l'ensemble de ces mouvements-là ne sont pas de nature à impacter notre façon d'être ici au Bénin? Et que doit faire le Bénin aujourd'hui pour s'adapter à tout cela, pour éviter les situations telles que nous avons aujourd'hui avec notre voisin nigérien? En réalité, moi, je ne peux pas dire que le Bénin a une situation alarmante avec. Non, aucunement pour le moment. Mais forcément, quand la maison de votre voisin brûle, votre maison est menacée aussi. Donc, il faut prendre des mesures pour que le feu ne vienne pas chez vous. Oui, en réalité, les pays voisins sont des pays frères. Oui. Et ce que nous leur apportons et ce que eux aussi nous apportent, nous le savons tous. Oui. Mais si à un moment donné, je trouve que ce que l'autre m'apporte peut m'apporter du danger, oui, je ferme. Vous faites allusion à quoi? Par exemple, à la fermeture de la frontière du Niger, par exemple, oui, ce que le Bénin apporte au Niger, le Niger sert. oui. Ce que le Niger apporte au Bénin, le Bénin sert. Tout à fait. Mais à un moment donné, si le gouvernement du Niger sent que là où il est maintenant, là, il va falloir se donner un peu de sécurité et il soupçonne des choses, il pouvait fermer sa frontière. Contrôler d'abord et voir si il peut réellement faire la réouverture et continuer les activités diplomatiques ou commerciales avec le pays avec lequel il partage ses frontières. Oui. Bon. Maintenant,
Lorsque tu prends la qualité de ce qui se passe entre les pays, tu vas voir que il y a quelque part le type d'homme qui est au volant, qui peut-être n'a pas apprécié la tête de telle ou de telle personne. Est-ce que ça devait être un homme? Non, ça ne doit pas être. Mais lorsque, dans vos échanges simples, parce que ceux qui gouvernent là, mais personne ne voulait se retrouver cadavre. Aucunement. Voilà. Maintenant, ils se disent qu'ils sont dans la démarche, de développer les pays 7, mais ils vont se mettre à une hauteur donnée, une mesure sécuritaire pour les permettre de traverser. Parlons justement de gouvernance et de développement. Burkina Faso, la durée de la transition a été prolongée de 60 mois, donc 5 ans en plus pour le capitaine Traoré. Est-ce toujours dans la vision de développer le pays ou que les armées aussi prennent le pouvoir? En réalité, dans le passé, les militaires ont géré des pouvoirs dans les pays donnés. Oui. Dans le passé. Oui. C'était au temps de la Révolution. Dans tous ces pays-là. Hein. Oui, dans tous ces pays-là. Toute la sous-région. À un moment donné, le colonisateur, dans son système de travail, nous a amené tous à la démocratie. Oui. Au début des années 90. Voilà. Là, nous sommes aujourd'hui. Tous ces bouleversements-là que vous voyez là, vous ne pensez pas que le colonisateur aussi est toujours derrière? Le colonisateur est derrière. Vous allez nous informer. Ah oui. Nous n'avons pas les informations. Voilà. C'est vrai qu'il y a les panafricanistes qui disent beaucoup de choses, mais voilà. Nous n'avons pas les propos pour les avancer. Voilà. Donc, il y a pas de pays en Afrique libre. Il a toujours derrière lui le colonisateur qui est en train de tirer des ficelles sur sur des choses données. Eux, quand ça ne va pas chez eux, ou bien s'ils veulent régler des choses, ils préfèrent s'appuyer sur l'Afrique. Et lorsqu'ils s'appuient sur l'Afrique, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui fabriquent des fusils, ce sont eux qui fabriquent des balles, ce sont eux qui fabriquent des véhicules, les chars, tout ça là. Mais lorsqu'ils ouvrent un marché de vente de véhicules blindés ou de véhicules ici, de véhicules là, suffisamment de créer une activité quelque part, ils vont vendre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? S'il n'y a pas maladie, il n'y a pas médicament. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà le problème. Donc, dans tous ces pays-là, il faut comprendre que c'est le colonisateur. Oui, mais nous avons observé l'avènement au pouvoir de Diomaye Faye au Sénégal avec Ousmane Sonko, avec un nouveau discours. Nous avons suivi un peu cette intervention de Ousmane Sonko à la réception, sinon quand il était en compagnie de Mélenchon. Et tout ça, là, ça augure de quoi, à votre avis? Vous voyez, le nouveau gouvernement sénégalais, oui. Nous leur souhaitons la bienvenue. Oui. On leur souhaite beaucoup de chance et beaucoup de clarté dans leurs activités pour que le Sénégal puisse être vraiment un exemple. Ok. Ça n'a pas été facile. Mais on sait comment Wade est venu. On sait comment aussi également Macky Sall est venu. Et on sait maintenant comment Sonko et Faye est là. Donc je crois que c'est bon. Le Sénégal est en train de se retrouver. Le Sénégal est en train de se retrouver. Nous ne pouvons que leur dire merci. Nous disons merci au Sénégal. C'est vrai que vous avez apporté beaucoup d'informations pour lesquelles nous devons vous remercier aussi. Mais avant, je voudrais demander, quelle lecture faites-vous de la politique extérieure du Bénin? Aujourd'hui, le Bénin n'a pas eu de visibilité telle que le Sénégal, par exemple, que nous venons de citer, a eu dans ces derniers mois. Le Bénin, dans ses activités, la privatisation de la liberté, quoi appelle-t-on, le bâillement de la démocratie, oui. Et
comportements encore durs et de refus de droit de grève aux syndicats, toutes ces choses font que, bon, on se dit que le Bénin est reversé dans un pays de dictature. Pays de dictature, carrément. Carrément. Selon vous? Oui, selon moi. Et vous pensez que c'est pour cette raison que le Bénin doit être en difficulté avec ses voisins? Et bien sûr. Non, mais déjà, en 2016, à peine le nouveau gouvernement en place, quelques mois après, il y a eu la fermeture de la frontière du Nigeria d'abord. Du Nigeria, et le Bénin n'avait encore acté de rien. Ouais. Et chemin faisant, c'est aujourd'hui le Niger. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le Bénin, nos réformes qui les touchent? Nos réformes, c'est pour qu'on se porte bien quand même. Mais est-ce que vous savez les causes de la fermeture de la frontière du Nigeria? Bon, je ne saurais le dire. Voilà. Donc si c'est une cause fantaisiste, c'est ça, je disais alors, que la tête de l'homme au pouvoir faire que les gens font de n'importe quoi. Voilà. Ok, nous avons bien compris, Monsieur Corneille Lacoussan. Nous sommes ravis de vous avoir reçu sur ce plateau ce matin. Vous nous avez édifié par rapport à l'actualité. Vous estimez que les examens de fin d'année se passent dans de bonnes conditions et que visiblement le gouvernement et les acteurs du secteur éducatif ont pris les meilleures dispositions pour que ça se passe bien. Vous avez dit que pour le moment tout va bien entre le gouvernement et les syndicats en dehors de ces limites qui sont faites au droit de grève, que vous souhaiterez qu'il soit élargi, qu'il n'y ait plus de limites autant que ça. Et vous avez estimé quand même que l'ouverture des marchés, des nouveaux marchés, est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour les Béninois, mais vous pensez qu'il faut revoir les conditions pour faciliter l'accès aux bonnes dames. Surtout, vous avez souhaité que ces femmes-là puissent avoir accès à leur place avant d'être obligées de payer tous les droits qu'on leur demande. Et vous pensez également que les problèmes entre le Bénin, le Niger et les pays de la sous-région sont tributaires de certaines réformes à l'interne qui ne font pas forcément une bonne publicité pour nous, et que ces difficultés sont également tributaires de la perception que les dirigeants de ces pays ont de nos dirigeants qui ne sont pas comme ils souhaiteraient. Donc c'est un peu pour régler des comptes personnels à ces gouvernants qui mettent notre pays en difficulté. Et vous avez souhaité que le nouveau vent qui souffle au Sénégal soit de bonne augure et que ça apporte des changements, non seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique pour le bonheur des populations. Est-ce que j'ai été fidèle à vos propos? Oui, monsieur Charles. Monsieur Corneille Lacoussan, je vais rappeler que vous êtes acteur politique de l'opposition. Vous avez été candidat aux législatives de 1994. Et de 2023, vous avez été candidat au communal de 2020 et vous avez été plusieurs fois candidat aux élections locales. Vous n'avez pas voulu qu'on mette l'accent là-dessus, mais vous êtes quand même un responsable au niveau d'un parti politique de l'opposition ici au Bénin. Nous vous disons merci pour cet exercice. Merci à toi, Nasrine Fatou, pour avoir tenu compagnie de si belle manière. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, qui avez suivi cette édition de l'invité de ce 9 juin 2024. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain avec un nouvel invité. Merci, bon week-end, bonne semaine. Que la paix soit avec vous.